Eh bien bonjour, bonsoir à tous. Sur la Radio Humaine, on est ravis de vous accueillir avec ce soir Goodold. Comment ça va Goodold? Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui, Violenté par le système, mais tout va très bien. c'est ça, violenté par le système. Alors justement aujourd'hui, ouais, tu viens nous parler comment dire, d'un sujet. Donc tu me l'as présenté au début, tu m'as dit ouais, c'est violence institutionnelle. Un peu plus tard dans la discussion, ça s'est transformé en violence politique et justement, j'ai vu que j'étais le public parfait justement pour ce sujet parce que, eh bien, c'est une expression qui peut mener à confusion. Notamment à cause du terme violence, on a assez vite tendance à s'imaginer de la violence réelle qui attaque l'intégrité physique des gens. Et en fait, voilà, cette émission a plutôt pour but de faire une sorte un petit peu de remise à zéro, de reset par rapport justement à ce biais qu'on peut avoir. Donc il ne s'agit pas forcément de violence physique comme on peut s'imaginer dans les révolutions ou de la répression même de surveillance. Ça peut être et salé, en fait, si j'ai bien compris, en majorité assez subtil. Ça passe par des petites lois, des petites modifications donc dans le système, des choses complètement légales, mais qui définissent, orientent la société et plus particulièrement des individus en fonction voilà, de leur, euh, de leur carrière professionnelle. Et donc, afin que ce soit le plus clair possible, tu vas donc partir d'expériences biographiques. Si je me trompe pas, elles sont au nombre de trois. Tu vas commencer par C'est euh, ça. trois parcours de vie, littéralement. Hein. Il y aura pas beaucoup de commentaires là-dessus. Par contre, il y aura une deuxième partie où là, ça va être la partie un peu plus théorique sur justement euh, quel éventail ça peut prendre, donc ces violences institutionnelles. Et là, bien sûr, je crois, vers la fin, effectivement, là, tu vas parler vraiment de véritables violences, là où on est vraiment sur de l'intégrité physique, mais voilà, en amont, on n'aura pas vu ça. Et donc, pour un petit peu retomber sur nos pattes, à nouveau des exemples concrets par rapport aux différents points que tu auras soulevés. Ben voilà, merci déjà d'être venu donc vers nous pour proposer ça. Et puis sache que si jamais tu veux le refaire, donc là on est en public, on est en interne dans le Discord avec une petite audience. Si tu veux refaire ça, il n'y a aucun problème. Si tu voilà, on est là pour aussi s'entraîner à être des intervieweurs et des interviewés. C'est le concept de cette radio citoyenne. Et donc voilà, mon introduction est terminée. C'est quand tu veux, à toi Goodold, les violences institutionnelles. Exactement. Merci beaucoup pour ta super intro. Tu as très bien introduit le truc. Donc, je me lance. Ceux qui nous obligent à partir à la retraite à 64 ans, seront-ils réellement impactés? Lorsqu'ils réduisent le budget de l'école publique ou de l'hôpital public, sont-ils impactés? Ça s'appelle la violence de masse ou la violence en politique, c'est-à-dire une politique violente à cause de sa structure. Une politique qui nuit aux individus sans intention de nuire. Je suppose que tout le monde ici peut comprendre facilement que lorsque la Grèce s'est appauvrie sous la tutelle, le pays entier a connu une explosion du nombre de suicides, d'alcoolisme, de femmes battues, explosion de viols, différentes formes de violence. J'espère maintenant vous aider à le comprendre et à le conceptualiser. Donc je vais maintenant vous raconter trois anecdotes de vie. Je vous raconterai ensuite un point commun en particulier que nous développerons. Il y a eu principalement trois réformes dans le secteur de la psychiatrie depuis 1992. Lors de ma première hospitalisation en psychiatrie, en 2008, je pouvais à tout moment demander un entretien avec un infirmier spécialisé. Et, même si ça pouvait souvent se réduire à pleurer pendant 1 heure face à cette personne, ça pouvait être nécessaire pour éviter un passage à l'acte, et c'était un peu plus humain. Lors de ma dernière hospitalisation en psychiatrie en 2025, en cas de crise d'angoisse, j'ai demandé un entretien pour discuter avec un infirmier comme j'en avais l'habitude. Celui-ci a refusé et m'a proposé à la place un anxiolytique, du Xanax pour ceux qui connaissent. J'ai trouvé ça très choquant, d'autant que l'infirmier avait sincèrement l'intention d'aider, mais m'a dit ne pas être compétent et ne pas être formé, pour le citer. Ici, la baisse du budget des hôpitaux a impacté négativement les infirmiers et les patients, et m'a clairement fait souffrir à un moment précis, alors qu'il y a 20 ans avant certaines décisions, je n'en aurais pas souffert de la même manière. Mon deuxième exemple, c'est des vignerons, viticulteurs, subventions contradictoires et donc violences financières et psychologiques. Ma famille, plutôt aisée, classe moyenne moins, a grandi de génération en génération avec une famille de viticulteurs, vignerons. Ils font leur vin et entretiennent leurs vignes. Ils m'expliquaient que chaque année, ils reçoivent de nouvelles directives, de nouvelles subventions pour différentes choses en fonction de ce qu'ils font ou feraient.
Il m'expliquait par exemple, avec documents officiels à l'appui et promesses de subvention de l'État, qu'il pourrait toucher une prime pour chaque pied de telle sorte de vigne, que nous appellerons K au hasard, et donc il recevait un montant précis par pied de vigne K arraché, soi-disant à cause de telle ou telle maladie officiellement. Bon, en soi, pourquoi pas. Mais il me montrait surtout le document officiel similaire de l'année suivante, proposant une subvention pour chaque pied de vigne K planté. Officiellement, l'argument était un manque de telle sorte de vigne sur le territoire. La violence en politique prend énormément de formes différentes. À partir du moment où vous vous sentez lésé par une décision politique, alors nous pouvons parler de violence de masse, violence structurelle ou de violence politique. Dans mon troisième exemple, c'est le témoignage d'une amie, AVS, contrat aidé pour 2 victimes. À la sortie du lycée, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que surveillante dans un collège. À la fin de mon contrat, je me suis retrouvé sans emploi et sans aucune autre expérience, alors qu'on me disait combien travailler était indispensable. On m'a dit, ben oui, ce sont des contrats pour les étudiants. Je n'étais pas étudiante. Et on m'a quand même conseillé de m'enfermer dans ce contrat. 2 ans après, toujours sans emploi, j'ai eu une proposition du CUI-CAE dans les écoles primaires pour être AVS. J'adorais mon travail, j'y prenais beaucoup de plaisir et de maturité. Aider les enfants handicapés, c'était merveilleux. Je me suis principalement occupé d'un petit garçon qu'on appellera Mathieu. Mathieu était atteint d'un trouble autistique sévère, et quand je l'ai rencontré, il ne parlait pas, ne communiquait pas avec les autres, ne savait pas lire. Il était perdu dans un monde qui ne le comprenait pas et qu'il ne comprenait pas non plus. Le personnel de l'école était génial avec lui et l'on était aussi avec moi. Ils m'ont laissé faire de mon mieux pour l'aider, sa famille aussi. Nous avons donc passé 2 ans côte à côte, 5 jours par semaine. Pendant les vacances, il m'appelait pour l'aider à faire ses devoirs de vacances. Le miracle avait eu lieu, nous avons avancé et évolué ensemble. Mathieu avait très bien avancé, c'était génial, mais tellement bien avancé qu'à la réunion pour savoir s'il aurait encore droit à une AVS, la question de la légitimité a été posée. Avait-il encore besoin d'un accompagnant? Oui, bien sûr que oui. Heureusement, avec sa mère et l'école, on a insisté pour qu'il ne soit pas abandonné. Mon contrat se finissait le 1er novembre, dans juste un mois et demi après la rentrée. Nous avions tous préparé Mathieu à la séparation, mais me voir revenir pour repartir a été terrible pour lui. Après 2 ans d'accompagnement presque quotidien, je devais partir et laisser ce petit bonhomme avec quelqu'un d'autre. Avec ma remplaçante, ça s'est très mal passé. Il s'est refermé très vite et est redevenu le petit garçon apeuré du début. Avec sa mère, nous avons décidé d'essayer de faire des choses pour que je revienne, mais sans aucune solution possible. On m'a dit passe le concours, il y a 300 personnes et qu'un seul poste pour la région. J'ai gardé contact avec Mathieu et sa famille sur mon temps personnel pour que ça se passe le plus en douceur possible. 6 mois après, Mathieu n'avait plus d'AVS, les CUI-CAE ont été fermés, il s'est retrouvé seul. L'éducation nationale, c'est l'État, l'éducation de nos enfants. J'ai souffert d'être bloqué car je n'avais plus le droit de faire le métier qui me passionnait et pour lequel j'étais doué. Tout ça parce que ce n'est pas le bon contrat. J'ai travaillé 8 ans pour nos enfants et au final j'en retire un goût amer. Sorti de là, on n'a aucune autre expérience professionnelle et on est au pied du mur. On parle d'enfants, d'êtres humains, d'éducation, pas de robots ou de chiffres. Pourtant, je n'étais qu'un chiffre et un pion dans un système qui n'en a rien à foutre tant qu'il remplit les quotas. L'avenir et le progrès de Mathieu ont failli être bousillés pour faire des économies. Sa famille a été abandonnée par la MDPH et donc par le gouvernement. Une place pour 300 personnes. On ne manque pas d'AVS, on ne manque pas de personnes qui mettent du cœur dans le travail humain. On manque de gouvernants qui n'oublient pas d'où ils viennent, de l'éducation nationale. C'est de ça dont on manque. Alors maintenant, je vais développer avec vous le concept de violence de masse et de violence institutionnelle. La définition des violences de masse, d'après Juan Branco, c'est une atteinte de très grande ampleur, genre les guerres, génocides, épurations, massacres, produites par des dynamiques étatiques et géopolitiques extrêmes. Ces violences ne sont pas hors système, elles émanent d'appareils politiques, d'alliances et de chaînes de commandement qui rendent possible l'attaque indiscriminée contre des populations. Ça implique, selon Juan Branco, de prévenir les violences de masse et ça suppose des contre-pouvoirs effectifs, presse, justice indépendante, protection des minorités, la traçabilité des décisions coercitives pour déterminer qui en est à l'origine, et ça implique aussi un coût politique réel pour les instigateurs. Mais pour cette émission, je préfère développer avec vous plutôt le concept de violence institutionnelle. Alors d'après Francis Dupuy-Derry, qui est un chercheur en sciences politiques de Montréal, au Québec, il s'agit d'atteintes matérielles et symboliques produites par des institutions comme l'État, la police, la justice, les prisons, les frontières, les écoles, les hôpitaux, etc., via leurs règles, pratiques et dispositifs.
Elle s'appuie sur le monopole étatique de la violence légitime et s'exerce souvent sous des euphémismes, comme par exemple le maintien de l'ordre, la gestion du risque, la sécurité, etc. Dans les points clés de la violence institutionnelle selon Francis Dupuy-Derry, on retrouve surtout trois grands points. La normalisation, par exemple, par la contrainte avec des contrôles, fouilles, garde à vue, détention, expulsion, et c'est routinier par le droit et l'administration, ce qui la rend moins visible que la violence spectaculaire. On retrouve également, deuxième point, l'asymétrie. Un autre point clé, l'État détermine ce qui est violent. Des tactiques militantes sont ainsi disqualifiées, tandis que des dommages structurels, comme par exemple le profilage, la criminalisation de la pauvreté ou l'austérité, restent normaux et banals. Un dernier point clé, d'après lui, c'est la diversité des tactiques. Dupuy-Derry critique le dogmatisme non violent et invite à analyser concrètement qui subit quels dommages réellement et par quelles institutions, avec quels recours effectifs. Je pense que ça, c'est le plus important. Ça implique, selon lui, que évaluer la violence institutionnelle requiert des indications objectives, comme par exemple l'accès au droit, l'accès aux plaintes, les discriminations, usage de la force, la mortalité ou la morbidité évitable, et des recours indépendants comme des contrôles citoyens ou la transparence des données. Les deux, que ce soit Juan Branco ou Francis Dupuy-Derry, sont d'accord sur les structures de pouvoir. La violence n'est pas seulement un acte individuel, mais un produit institutionnel et relationnel également. Par contre, Juan Branco cible les pics extrêmes, violence de masse, et les limites d'une justice internationale sans coercition, alors que Francis Dupuy-Derry éclaire la violence ordinaire et la violence légalisée du quotidien, comme la police, le droit et l'administration principalement. Dans les usages. Non, pardon, ça je vais le sauter, c'est de la... Alors je pense que vous commencez à comprendre et me voir venir. Pour schématiser, je vais maintenant citer Aurélien Barraud. Si quelqu'un vous casse la gueule dans la rue, on sera tous d'accord pour dire que c'est un acte d'une violence insupportable. Mais par contre, le fait de laisser crever un enfant toutes les 6 secondes de faim, comme c'est le cas actuellement, via nos institutions, alors qu'on aurait complètement les moyens matériels concrètement de subvenir à ça, bah, c'est pas considéré comme un acte de violence. C'est comme ça, c'est le destin. Quand un McDo est saccagé dans une manifestation, le ministre a dit que c'était un acte inqualifiable. Inqualifiable, donc au summum de la violence. Alors que McDo, pendant ce temps, qui rase l'Amazonie pour l'huile de palme et qui déforeste le poumon du monde, ça paraît effectivement beaucoup plus normal, voire même banal. Je vais repartir maintenant sur trois autres exemples de violence institutionnelle. Donc mon premier exemple, c'est où est la protection de la victime? Je vais maintenant vous lire un témoignage qu'une amie m'a écrit pour vous raconter comment la structure de la politique ne lui a pas nui directement, mais a légitimé une absence d'action des services publics, qui eux ont été très nocifs par leur inaction. Son témoignage s'appelle L'ultime violence, moi je l'aurais plutôt appelé Où est la protection des victimes? Victime de violences conjugales pendant 5 ans, j'ai été violemment agressé par mon conjoint. Un coup de machette au cou qui m'a laissé une cicatrice et 12 points de suture. Un demi-centimètre pour que ma vie reste intacte, ou presque. Quand la police est arrivée, j'ai demandé si c'était sûr que mon ex ne puisse plus m'atteindre. On m'a dit que non. Emmené à l'hôpital, j'en suis ressorti à 4 heures du matin, seul, à pied, avec un énorme bandage, et un rendez-vous à 9 heures pour déposer plainte. Je me présente donc au commissariat, seul, choqué, apeuré. L'agente de police m'a fait me sentir coupable dès le début. Il fallait partir avant, vous ne vous rendez pas compte, etc. On m'a dit comparution immédiate le lundi à 14 heures. Présentez-vous au tribunal, ok. Le lundi, j'arrive à 13h30 avec une amie. À l'accueil du tribunal, on me demande qui est mon avocat. Ben, j'en ai pas, je savais pas, on m'a rien dit. Heureusement, mon ami en connaissait un pas loin et j'y suis allé en catastrophe en lui expliquant la situation. Il a accepté de me représenter. Mon ex a été condamné pour violence conjugale avec 3 faits aggravants. Surconjoint, avec une arme, voilà, avec une arme de catégorie D et sous alcool. Il a pris 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Interdiction de rentrer en contact avec moi ou ma famille et interdiction d'être dans la même région que moi pendant 5 ans. Il est sorti au bout de 6 mois et m'a contacté. Il m'a laissé quelques textos banals, je me suis rendu au commissariat et on m'a dit il ne vous dit rien de mal, il n'est pas agressif. Il m'a laissé un message vocal sur mon répondeur, idem, il n'est pas agressif. La troisième fois, il a menacé de me tuer moi et toute ma famille. Là, ça a bougé un peu. Il a été convoqué par le JAP pour un rappel. Depuis, plus de nouvelles, et tant mieux. Si je dis tout ça, ce n'est pas pour raconter un épisode de ma vie, mais pour vous dire ceci. J'ai été victime de violences conjugales qui ont failli littéralement me tuer, mais qu'a-t-on fait pour moi?
Qu'a fait le pays qui était censé me protéger? Me faire me sentir coupable? Me dire que je n'avais qu'à changer de numéro de téléphone si je voulais pas être contacté? Je n'avais qu'à déménager aussi. Je suis la victime dans cette histoire et je n'ai pas été aidé, ni avant, ni pendant, ni après, par aucun système mis en place par le gouvernement. Quand j'ai vu le psychologue judiciaire, il m'a dit: vous avez l'air d'aller bien, vous souriez. Ça fait 12 ans que j'ai été abandonné par mon pays, pardon, par mon gouvernement, par mes dirigeants. 12 ans que je sursaute, que je fais des cauchemars, mais je vais bien car je souris. Et puis après tout, je n'avais qu'à partir avant. Comme je vous le disais précédemment dans ce témoignage, un peu comme dans les violences policières d'ailleurs, la structure de la police, de la politique, n'est pas directement la cause de la violence, mais c'est bel et bien la structure de la politique en question qui permet de légitimer une absence d'action des services publics et provoque un sentiment d'abandon aigu. La police, dans ce cas-là, n'a pas agi face aux violences perçues, et la structure même de la politique légitime les policiers dans leur violence, pour le cas des violences policières, mais légitime l'absence d'action des policiers dans ce cas-là, voire même l'inversion accusatoire, puisque la victime a été accusée par la police. Dans mon deuxième exemple, handicapé pour raison psy, mais pas de psy. Alors, ça, c'est un de mes témoignages, parcours de vie. Après plusieurs passages en hôpital psychiatrique, je suis handicapé pour des raisons psy depuis mes 14 ans. Suite à la pandémie du Covid-19, notre cher leader suprême Emmanuel Macron a mis en place les 12 séances de santé Mon Psy, pour répondre à une demande certaine. Tout le monde pouvait avoir 12 séances de psychologue par an et par personne. Mais justement non, pas tout le monde. Sachez que c'est réservé aux troubles légers à moyens. Mais les personnes réellement handicapées psychologiquement ne sont pas concernées. Heureusement, en ce qui me concerne, je suis suivi par une structure avec un psychologue. Mais on est là face à une décision de Macron clairement injuste et très violente pour certaines personnes qui souffrent directement de cette décision. La dernière fois que j'ai vraiment eu besoin d'hospice, donc de l'hôpital public, on m'a demandé pourquoi je voulais être hospitalisé. L'interne, visiblement déstabilisé par ma demande, avait, je suppose, l'habitude de forcer des hospitalisations sous contrainte, surtout en travaillant aux urgences psychiatriques. Il me demande pourquoi je souhaite être hospitalisé et je lui réponds que j'aimerais pouvoir manger sans me faire à manger, pouvoir me reposer, avoir facilement accès à un psychologue, à l'ergothérapeute, la salle de sport. L'interne, décontenancé par ma demande, m'affirme qu'il n'y a plus de psychologue dans le CHRU du 34, plus aucune ergothérapeute ni ergothérapie et la salle de sport est en travaux pour être démolie. Et là, c'est moi qui ai été décontenancé de l'état de notre service rendu au public. J'ai beaucoup d'estime pour les fonctionnaires au sens historique et les services rendus au grand public. C'est souvent par vocation d'enfant qu'on est médecin, pompier, policier, infirmier, etc. Mais d'apprendre qu'il n'y avait aucun psychologue en psychiatrie publique dans mon département, j'étais choqué. C'est encore un merveilleux exemple de politique budgétaire violente. Le jour où j'ai demandé une hospitalisation, qu'on m'a demandé pourquoi et on m'a expliqué l'état de la psychiatrie au CHRU, j'ai clairement été violenté par la politique budgétaire du gouvernement et du ministère de la Santé. Dans mon troisième et dernier exemple, il s'agit d'un non-accompagnement pour des personnes isolées. Mon troisième exemple est le témoignage d'une amie assistante sociale de secteur depuis 2001. Elle avait l'habitude d'accueillir tous les publics. Depuis une quinzaine d'années, j'ai vu les choses se dégrader de plus en plus. J'ai souvenir, par exemple, d'avoir eu à renvoyer un jeune qui allait avoir 18 ans. Il était dans un isolement familial total, sans aucun moyen de subsistance. Un contrat jeune majeur permettant un accompagnement et un hébergement ne pouvait pas être envisagé, car il n'avait pas été placé durant sa minorité. J'ai donc dû le renvoyer vers une structure accueillant des personnes majeures à la rue. Ce jeune en connaissait un autre qui avait été placé 2 mois avant sa majorité. Lui, il avait pu bénéficier d'un contrat jeune majeur. Le lendemain, il est venu en pleurs, en criant qu'il allait s'immoler parce que tout lui était refusé. Le temps consacré à le calmer m'a obligé à ne pas recevoir mes rendez-vous, dont une femme victime de violence, qui était rentrée chez elle et qui a fini la journée à l'hôpital. La violence pour ces personnes et celle que j'ai ressentie a été très difficile. Elle a été le début d'une série systématique d'un non, qui était la seule réponse institutionnelle que je pouvais apporter en tant qu'assistante sociale. L'impuissance et les personnels absents, non remplacés, m'ont conduit à un burn-out. Travailler contre mes valeurs et avec beaucoup d'heures supplémentaires était devenu impossible. Donc à travers tout ce propos, je vous invite ce soir à analyser les épisodes de votre vie avec un éclairage politique, afin de mieux comprendre quand et comment certaines décisions nous impactent directement au quotidien.
Pour conclure, nous sommes des êtres violents, ça c'est sûr, mais la violence politique est à l'heure actuelle souvent méconnue. Malgré tout, les décisions politiques sont rendues lisses par le journalisme, mais sont violentes dans leur mise en œuvre au quotidien. Être en France à l'heure actuelle, c'est vivre dans un pays où la violence est condamnée par tous, sauf ceux qui nous gouvernent. La violence de masse et les violences politiques sont subies tous les jours par des centaines de personnes. J'espère ce soir vous avoir éclairé et aidé à mieux comprendre certains événements de votre vie. Ben, merci Et voilà. beaucoup, Et merci merci beaucoup. beaucoup de m'avoir écouté. Bah, de rien. Euh, Étrangement, au bout d'un certain moment, bah parce que justement le but du jeu c'est quitter le maximum d'expérience personnelle, bah en fait il y en a une qui m'a sauté aux yeux et j'ai les images qui me reviennent et effectivement je me suis pas rendu compte à quel point quelque part c'était une forme bah ouais de violence. Ça me fait bizarre de le dire mais ouais c'est un peu une forme de violence ou en tout cas de violence validée par un représentant du système. Et là je parle de violence Oui, c'est physique. exactement ça. Là, je parle de violence physique en l'occurrence, mais une violence et comment dire bah je vais voilà, c'est toujours mieux d'expliquer parce que sinon c'est un peu trop vague, donc je vais expliquer. Alors j'étais pas en France, mais je suppose que ça pourrait arriver. Voilà, bon, bref. En tout cas, on est en Europe, on est dans le berceau de l'Europe qui est Bruxelles, capitale de la Belgique. Et donc dans un quartier, s'est développé un phénomène assez particulier de petits groupes, allez, pas si petits que ça, hein, on parle de une belle dizaine d'adolescents, donc entre 12 ans et 17 ans, qui traînent, qui se baladent, etc. Et qui des fois, juste pour le frisson, font quelque chose de complètement fou. Donc par exemple, en pleine journée, j'ai pu les voir saccager un bar en pleine journée dans une place extrêmement fréquentée, etc. Et dans la rapidité, hop, se dispersent dans tout le quartier et en fait c'est impossible à attraper quoi ce genre de situation. Et en fait, j'ai découvert plus tard qu'il y en avait plusieurs des bandes comme ça. Je pensais que c'était juste une petite bande isolée, etc. Mais en fait, il y en avait plein. Il y en avait plusieurs. Et en rentrant chez moi d'une prestation musicale, en fait, il y en avait une qui était là, postée, en fait, le coin littéralement de ma rue, quoi. Et j'allais pour rentrer chez moi, et il y en avait un qui a commencé à m'aborder. Et en fait, moi, j'avais envie de rentrer, donc je l'ai pas mal parlé, mais je lui ai dit, bon, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps de parler. Et en fait, il a profité de ça pour dire voilà en fait t'es en train de me provoquer etc etc et puis il y en a un autre un deuxième un troisième etc et voyant un petit peu le traquenard arriver j'ai commencé à presser le pas et en fait ils se sont tous jetés sur moi et en fait donc ils m'ont pris donc je crois mon téléphone mes clés d'appartement et sûrement de l'argent que j'avais enfin bref tout ce que j'avais dans les poches en tout cas et en criant voilà vraiment comme voilà une sorte de petit mouvement de barbarisme, de sauvagerie instantanée, en criant comme ça, ils se sont mis à se disperser, à faire la même chose en fait. Et bah, dans la foulée, forcément, moi j'appelle les policiers, etc. Et j'essaye de repartir dans la rue pour voir s'il y en a pas. Et effectivement, j'ai quand même fini par en trouver un. Et effectivement, j'ai fini par au moins retrouver les clés de ma maison. Et ça s'est fini comme ça avec bah, le soir même ou le lendemain, je sais plus. Je crois que c'est le lendemain. Le lendemain, je vais vraiment déposer une plainte et j'explique un peu le phénomène et le policier me dit bah écoutez ouais ces agressions en fait bah, ces groupes il y en a plein, ces agressions on a plein etc. On est habitué. Je fais ok on est habitué mais écoutez là je vous avoue un truc et je sais que mes colocs sont en train d'avoir peur juste à cause de ça mais j'en ai besoin. J'ai besoin là présentement et d'ailleurs je l'ai regardé. Je soulève mon t-shirt. Je dis vous voyez ça c'est un couteau que j'ai acheté et que je peux sortir et dégainer au cas où, mais c'est même pas une question que je vais le dégainer, c'est juste que j'en ai besoin, juste de sentir que j'ai ça au cas où. Et il me fait oui tout à fait je vous comprends mais vous savez pas plus tard que alors on devait être très certainement un vendredi et il m'a dit mais vous savez pas plus tard que mardi il y a quelqu'un qui s'est fait découper au sabre pour une histoire de cocaïne etc et c'était des migrants illégaux qui participent en fait qui sont les petites mains du narcotrafic et Dieu sait que la Bruxelles et la Belgique est une plateforme européenne là-dessus bah voilà les migrants font partie de cette chaîne et en
fait, il y a des gens qui se découpent au sabre. Et le flic, il me dit ça en toute tranquillité. Il me dit, bah oui, bah, je vous comprends que vous avez besoin de sortir avec un couteau. Et en fait, là, tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ce moment où, à travers chacune de nos expériences, on est un peu en fait édifié, on est sans voix par rapport à un acte ou un mot qui est le truc de trop, qui te fait capter qu'en fait le système, il s'en fout de ton individu. Il gère tellement de gens C'est qu'il ça. fait ce qu'il peut, et tu sais pas, au final, tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment contre les individus ou c'est juste qu'ils ont vraiment physiquement pas les moyens? Mais après, tu te dis, mais c'est pas possible parce qu'il y a tellement de détournement d'argent ou d'argent mal dépensé que il y a forcément une embrouille. Voilà, et c'est ce moment où tu te sens un peu désemparé, sans voix, où t'es édifié comme ça. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu proposer, d'apporter vraiment un nouvel éclairage, que chacun s'approprie le sujet et puisse mieux comprendre certains événements de vie. J'ai beaucoup aimé dans ton intro, effectivement, tu parlais de violence sans violence. Et effectivement, bah, quand tu regardes par exemple sur le cas de la Grèce, on peut affamer un pays à distance sans y toucher, sans violence spectaculaire. Et tout comme l'État d'ailleurs, ou une politique budgétaire, peut affamer quelqu'un et le faire crever de faim littéralement dans la rue, alors qu'au final, il n'a jamais interagi, il n'y a eu aucune interaction directe avec les politiques, mais les politiques ont pris une décision qui font que cette personne, ben ouais, comme tu dis, enfin comme moi, c'est un peu ce que tu dis là, c'est complètement ce qui m'est arrivé devant l'infirmier psychiatrique qui me proposait un Xanax, alors que j'ai demandé de discuter. J'étais édifié, c'est un peu ça. Et est-ce que par hasard, j'ai pas dit depuis le début, mais si vous voulez parler, vous vous demandez la parole, il y a pas de problème. Ah bah tiens, on a quelqu'un qui veut répondre. Et c'est Dalila. Dalila, normalement, tu reçois une demande, tu l'acceptes, et puis, c'est à toi. À moins que ce soit une erreur. Non, tu es là. Ok, bah salut Dalila, c'est à toi. Est-ce qu'on Dalila, m'entend? pardon. Voilà, Oui, on c'est bon. t'entend. Dalila, pardon. Ouais. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Et Good Old, je suis très heureuse que tu entames des sujets qui sont pour moi quand même très douloureux. J'aimerais juste apporter une vision holistique. Par exemple, il y a quelques années, il y a 50 ans, se laver les dents tous les jours, c'était pas dans l'ordre des choses, hein. Se laver régulièrement non plus. Et petit à petit, donc par un coup de matraquage, ces deux pratiques d'hygiène quotidienne sont rentrées dans l'ordre des choses et intégrées donc à l'hygiène, à la vie quotidienne. Et pour la violence, c'est la même chose en fait. Donc, si on part du principe que une femme reçoit une gifle doit partir, si un individu se fait violenter gratosement dans la rue a le droit de porter plainte et de se faire défendre et protéger par la police, c'est normal. À partir du moment où on banalise insidieusement par les médias le grand chemin, par le fait de ne plus en parler du tout même, hein, par le fait de dire oui mais après tout elle l'a cherché, ou bah, lui aussi là qu'est-ce qu'il fait que sa belle montre et son iPhone dans un quartier de pauvres. Par exemple, moi j'habite un quartier de pauvres, tu vois. Voilà, donc on élargit la fenêtre d'Overton qui fait que à force de minimiser cette violence, elle devient structurelle, organisationnelle et oh j'ai oublié le mot, structurelle et banale. Voilà, donc ce Ouais, qui fait banal en c'est fait. comme quelqu'un qui regarde les pardon, je parle Non, vite, rien, j'ai mais pas entendu. banal, c'était le mot que tu cherchais. C'est de la banalisation en fait, de manière à l'intégrer comme étant quelque chose de tout à fait de au départ, donc c'est horrifiant. Ensuite, ça devient normal puisqu'on en voit partout, hein, de toute façon. Et ensuite, on se dit bof, bah, t'as vu, c'est n'importe quoi, bah oui. Et alors? Et donc, donc le fait d'intégrer dans son quotidien cette banalisation des violences, qu'elles soient psychologiques, verbales, qu'elles soient physiques, ou et conduisent parfois donc à la mort. C'est là où je vais en venir, surtout des femmes mais pas que, on finit par ne plus du tout y prêter attention, comme le fait de se brosser les dents, ou se brosser les cheveux, ou de prendre une douche. Voilà. C'est normal, ça fait partie du quotidien. Donc on élargit la fenêtre d'Overton de manière à se concentrer, et c'est aussi de manière à se concentrer sur quelque chose, une peur qui est bien plus loin que chez nous. Par exemple, la guerre en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Nous on prépare le 10 septembre, on n'est pas en train de préparer l'invasion, une pseudo-invasion de la Russie.
Tu vois, donc on se dit, oh, bah, finalement, oui, d'accord, il a tué sa compagne de 3 coups de couteau. Ah, t'as vu, moi, j'aurais pas cru, hein, il était tellement sympa. Oui, alors la guerre en Ukraine, oui, Poutine il va nous mettre sur la gueule. Oui, effectivement. Oh là, mon Dieu, ça c'est horrible. Mais on déplace le curseur de manière à pouvoir conditionner les masses. Vous voyez, l'idiocratie, en Oui, fait, c'est la exactement. stupidité stupide. Et je vous ai écrit en commentaire concernant les violences faites aux femmes, 2 femmes par semaine réussissent à s'extirper, donc à échapper aux violences conjugales. Leur nom est inscrit sur un carton blanc accroché à leurs gros orteils. Ça a fait écho en moi, puisque j'aurais pu en faire partie, mais j'ai toujours été très rebelle et comme j'avais 3 frères et que je m'amusais à me battre avec eux, bien sûr, je sais rendre des coups. Une fois, j'ai dû rendre 17 coups de couteau au père de ma fille, tu vois. Mais moi, j'avais les pieds à le mettre en hôpital psychiatrique, mais il a été libéré le lendemain matin. Et le gendarme est venu m'aider à faire mes affaires. Aussi, avec un autre conjoint. Il faut croire que c'est un schéma générationnel. Et là, les gendarmes me disaient à chaque fois, moi, je recevais des coups et j'étais convoquée, j'étais en garde à vue. Pour la juriste que je suis, je leur disais, mais ça dépasse l'entendement, c'est pas dans l'ordre des choses. Et même une jeune GAV, gendarme adjoint volontaire, m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez bien pu lui faire encore? Ils avaient aucun scrupule à venir me chercher alors que j'étais en petite culotte à la maison, quoi. Allez, vous allez faire un tour avec nous, on va vous remettre les idées en place. Et dernièrement, c'est une amie qui est suivie par un ami médecin à la retraite, mais qui prête donc concours aux personnes qui ne sont plus entendues. Cette jeune femme était juriste, elle a eu le tort de se mettre avec un dealer d'héroïne, elle est tombée dedans. Et quand elle a voulu le quitter, il lui a fait vivre un enfer. Alors, je l'ai mise entre les mains de AVEC, l'association de victimes donc, aux femmes battues, avec 63. Ils ont réussi à le faire attraper par la police. Il a été jugé. Il devait faire 5 ans ferme. Il est sorti au bout d'1 an et demi, avec interdiction de s'approcher d'elle à moins de 300 mètres. Il l'a suivi, il l'a épié. Et il l'a kidnappée dans sa voiture, dans une ruelle qui était donc loin de 300, enfin, en dehors du périmètre des 300 mètres. Et elle est dans un état psychologique très, très grave. Il faut savoir qu'il a brûlé le chat de ses parents, il a brûlé leur voiture, il a brûlé l'eau de l'immeuble, il a voulu tuer les voisins, enfin voilà, le genre de profil psychologique, le gendre idéal, quoi. Et là, la justice a fait savoir à mon amie qu'elle avait qu'à déménager. Parce qu'ils ne l'aideront pas à appréhender ce... Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, on t'écoute. Oui. Cet individu a déjà fait l'objet donc d'un procès. Donc on lui a dit d'aller déménager, mais elle ne peut pas déménager toute seule. Elle a ses parents, elle a son cercle d'amis, et elle a travaillé au tribunal aussi, donc elle a un petit peu de soutien. Et quand mon ami médecin m'a dit ça, je lui ai dit, bah, écoute, moi je fais un raccourci puisque notre gouvernement nous en donne l'exemple. Hein. C'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ben, je lui dis, si les juges ont été hyper cléments avec lui, c'est que c'était leur fournisseur, en fait. Voilà. Et loin de eux l'idée de l'écarter du système, parce que qui les fournira? C'est abject. Moi, j'ai pu me défendre jusqu'à qui conne le plus fort, je m'en fous. Et ça continue. En 2025, ça continue. Donc, il y a plus de moyens. Il y a de la corruption à tous les étages. Les personnes qui ont besoin juste d'une écoute psychologique ou psychiatrique, juste souffler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir ces repas apportés, d'avoir rien avoir à faire pour soulager la pression psychologique. J'en ai des très mollo dans la voix. J'ai fait un séjour aussi suite à des violences de ce type-là. Et j'avais un infirmier, Franck, je me rappelle son prénom, qui est venu me voir tous les jours, et on discutait pendant 1 heure ou 2, et ça a été lui ma thérapie. Et qui me disait, ce que tu vis, c'est pas normal. Donc j'avais du soutien, c'était en 2000,
Bref, 2012-2013. Maintenant, j'ai peur d'aller chez le médecin. Voilà, Non, mais c'est pourquoi les complètement femmes... ça. Ouais. J'ai C'est arrêté tous complètement les ça. médicaments parce que... Pardon? Non, mais rien, je voulais aller dans ton sens, mais c'est complètement ça. Tu l'as bien dit, c'est le système Ouais. abject. Effectivement, on déplace la fenêtre d'Overton, on banalise la violence, et voilà. Et au final, ben, si tu vois quelqu'un se faire taper dans la rue, je veux pas dire que ça devient banal, mais qui va bouger? Bah, au risque de se prendre un coup de couteau, moi aussi, je suis née dans la capitale de la coutellerie, donc une fliquette, une fois de plus, m'a dit t'as le droit d'emporter parce que t'es né là-bas et on sait très bien que les gens de ta génération, vous jouiez pas du tout aux fléchettes, mais au couteau, c'est vrai qu'on avait une certaine dextérité à l'époque. Et je vais m'en racheter un parce que le mien est un petit peu élimé. Oui, si on me demande si j'ai une arme blanche dont la lame est supérieure à 6 cm, bien sûr. Et je n'hésiterai pas à m'en servir et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je voulais le faire et quelqu'un est venu à mon secours justement en dédramatisant l'affaire. Ils étaient 5 contre moi. Je savais exactement où frapper. J'étais avec ma chienne, donc j'avais commencé à la prendre. J'avais caché ma lame dans mon t-shirt. Ils étaient tous, à un moment, ils étaient tous de dos. Ils complotaient et je me suis dit un coup chacun dans les reins. Si j'ai le temps, un dans les genoux et voilà, et je me barre. On en arrive là. On en arrive là. Bah oui, c'est le principe. C'est tout le système qui est violent. C'est un peu ce que j'ai essayé de détailler, justement, de développer ce soir. C'est-à-dire que c'est pas tellement le système qui est violent, mais le système qui va rendre violent, pousser les gens à être violents. Et comment on aurait pu éviter énormément de violence avec un autre système ou autrement. Bah, ça existe Hydro, aussi, pardon. juste une dernière remarque, au sein de la police, puisque la fille d'une amie que je connais depuis 30 ans, elle en a 37, est rentrée dans la police pour combattre justement les crimes, comme dans notre héros à nous, c'est Batman, hein, qui est un anti-héros. Et on lui a demandé de ne pas inscrire des plaintes. Ses collègues lui disaient tu feras juste un courant, on s'en fout de toute façon. Et c'était pour les faits des crimes. Alors en droit, les crimes, c'est pas forcément à Montiville, hein, c'est un classement d'infraction plus ou moins grave, catégorie 1 à 5, entraînant soit donc la correctionnelle, soit c'est un crime de sang, donc la cour d'assises. On lui a demandé de minimiser les faits de manière à ce qu'il y ait un simple rappel à la loi, alors que ces personnes étaient passibles de la correctionnelle. Et elle s'est rebellée contre le système. Ils l'ont petit à petit sortie de la brigade criminelle pour la mettre à l'accueil. Et là encore, elle excellait puisqu'elle arrivait à pacifier donc des relations de voisinage houleuses. Et elle est en psychiatrie depuis, je sais pas, au moins depuis avant le confinement. Elle est en psychiatrie chez elle, avec un traitement lourd. Et elle était policière. Voilà, ça existe aussi, c'est structurel bordel de merde. Même au sein de la police. C'est ce qui fait qu'ils se suicident, certains policiers se suicident, certains agents, je l'ai vu, ça, j'y croyais pas du tout, à Bercy, se suicident. Enfin, on leur demande de banaliser la violence, de n'en faire pas cas, de manière à ce que le peuple s'entretue. Regardez ce qui se passe en Irlande. Et les Oui, juges oui, disent, ben, écoutez, oui, c'est normal, ce migrant, il a 18 ans, il a jamais baisé une nana, donc là, il envoie une qui lui plaît, je suis sûre qu'elles sont magnifiques, des petites rousses irlandaises. Oh, il se fait plaisir, voilà, bon, bref, oui, bon, mais j'ai entendu des témoignages, mais excusez-moi, mais des bites, elle en a vu d'autres, donc une de plus, une de moins. Voilà où on en est. Et la personne est relaxée, faute de preuves, alors qu'il y a un témoin, bordel, la victime est là pour dire oui, c'est lui, je le reconnais. Ou ils étaient 10, ils étaient. quelque part, pour essayer aussi d'apporter quelque chose qui pourrait peut-être aller dans le sens des policiers qui se prennent cette réalité. Et donc, peut-être que justement, ce type de comportement est plutôt une sorte de transformation
Je crois que en découvrant un petit peu, des fois je me fais des soirées d'exploration sur X et je vais de space en space. J'essaie de découvrir voilà tout ce truc de space et en fait je tombe sur quoi? Bah, je tombe sur des militaires qui justifient leur combat. Alors virtuel, mais ils te font bien comprendre que s'il se passe quelque chose en physique, ils savent très très bien se défendre. Et le truc où tu sens bien que c'est ça le nerf de la guerre, c'est le droit de réserve. En fait, quelque part, le droit de réserve, c'est peut-être le truc le plus violent du système, en fait, parce qu'en fait, bah, quoi que tu vives, quoi que tu n'en parles pas, tu es fidèle envers l'État. Avant, on pouvait parler de fidélité envers la nation. Là, c'est vraiment une fidélité envers l'État, envers le système, et pas envers la patrie, le corps social, etc., des valeurs. Non, c'est juste, c'est un système, et tu jures allégeance, et tu n'en parles pas, tu prends, et je pense que c'est, j'ai, en t'écoutant parler, et justement en repensant à ces petites expériences où j'entends des militaires qui veulent en découdre et qui sont prêts à dire bah justement à sortir du droit de réserve et de commencer à dire un petit peu bah, des vérités que peut-être c'est pas bah, qui peuvent se retourner contre eux hein. Et bien je crois que c'est ça en fait, c'est l'un des fusibles les plus durs qui tient encore et qui fait que le système il va peut-être pas que la révolution va peut-être pas arriver du jour au lendemain quoi. Mais de plus en plus ça arrive hein. On a vu il y a récemment un général qui a sorti en juin ou juillet un appel à tous les autres généraux de France en mode bah, réveillez-vous là, va falloir commencer à penser plus pour le peuple que pour l'institution pour laquelle vous avez signé quoi. Et ouais, ça commence petit à petit. Mais C'est vrai que le droit de réserve, c'est un super exemple, le droit de réserve, parce que vaut mieux que tu crèves avec ce que tu as vu ou ce que tu as vécu, plutôt qu'en répéter avec qui que ce soit. mm. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'avec le droit de réserve, ben, quoi que tu aies vu, quoi que tu aies vécu, quoi que tu aies entendu, ben, tu le répéteras pas et tu vas crever avec, que ce soit dans 100 ans ou demain. Et c'est vrai qu'en termes de violence, c'est pas mal quand même. Bah, moi, je me pose de vraies questions parce que bah, j'en reviens à ce que je disais. Dans mon expérience perso que tu as réveillé à travers ton petit exposé, on est en train de parler d'un flic qui essaie de me faire considérer que c'est tout à fait normal que des gens se découpent au sabre à 2 rues, quoi, à 200 mètres du commissariat. Voilà, enfin, j'en rigole parce que c'est complètement ubuesque, mais voilà, c'est, ok, ouais, bon, des gens pour une histoire de drogue se découpent au sabre. Et on parle pas d'une attaque à main armée ou d'un couteau, c'est en plus le côté un peu complètement surprenant bah, du sabre, quoi. Genre, oui, il a découpé en deux quelqu'un, d'accord. Ok, et ça c'est normal? Oui, bah. Donc voilà, c'est assez fou, quoi. Donc, ouais, bien sûr, je pense que ces gens-là, donc les militaires Qui dit sabre et les dit jungle policiers du alors? quotidien. Comment? Qui dit sabre dit jungle? Ou le Bah, samouraï? ça évoque quelque chose de On complètement est- par rapport au décor occidental. Enfin, ouais, voilà, c'est assez surprenant. C'est exotique, on va dire. Et c'est pour ça que je me dis qu'effectivement, dans les violences institutionnelles, bah, il y en a qui peuvent pas parler parce qu'ils ont ce putain de droit de réserve et donc ils peuvent pas s'exposer parce que sinon, bah ils perdent tout ce pourquoi ils ont justement dédié un peu leur vie parce que justement la police, l'armée, tous les corps constitués se basent là-dessus sur une allégeance, une fidélité mais bah voilà, qui dépasse ta propre intégrité, quelle qu'elle soit. Donc voilà, que quoi qu'il se passe, tu la fermes et tu bosses et demain est un autre jour. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. C'est une forme de servicement assez formidable. C'est remarquable. Il y a aussi mais est-ce que demain sera meilleur ou pire? Moi, je parlais avec ma pharmacienne et puis il y a une vendeuse en cosmétique. Elles sont en couple. Moi, je suis célibataire. Elles m'ont dit qu'elles ne vont plus en ville le soir parce qu'il y a des animations sympas, clairement. Et il y a eu des violences physiques sur 2 jeunes femmes. Les gens sont intervenus. La deuxième fois, personne n'est intervenu. Elles sont décédées. Il y a eu un militaire qui s'est fait agresser. Ils étaient 2 militaires. Il s'est fait planter. On retrouve tout autour de chez moi. Je disais à un copain hier. Je lui dis, gars, t'as pas entendu parler? Ça s'est passé en bas de chez toi. Une voiture brûlée. Il y avait un mec de 16 ans avec un poignard dans la tête. Tu veux, et alors qu'il y a un super parc là-bas, même pour aller lire mon bouquin en pleine journée, je me dis, ouais, bon, c'est truffé de dealers, mais bon, ils me connaissent, ça va, ils savent que j'ai toujours joué la théorie de la folle, moi. Parce qu'on respecte les fous. Ils sont imprévisibles.
Je leur ai montré quelques démonstrations aussi, et ils ont bien vu que je préfère me battre avec un mec qu'avec une nana. Il y en a, elle tire les cheveux. Et mon pote me disait, mais du coup, en termes de violence, il dit c'est la honte. Il parle de nous à TF1. On était connus pour nos 80 volcans. Maintenant, on est connus pour notre taux de criminalité. Je lui ai dit, bah, figure-toi qu'il a dépassé celui de Lyon. Lyon, c'est une grande ville. Plutôt, ouais. Et même lui, du haut de ses 37 ans, c'est plutôt un fêtard. J'étais surprise qu'il m'écrive et qu'il m'appelle de plus en plus souvent le soir. Je dis quoi, t'es pas de temps lâché? Il me dit non, c'est pas ça. Il me dit j'ai plus envie de sortir dehors. J'ai plus envie de sortir le soir. Il y avait un bal mercredi dernier. Je me dis non, je vais pas y aller. On n'est pas à l'abri d'un méfait. Surtout quand on est tout seul. Moi, je me sors tout le temps avec ma petite chienne. Elle fait peur à personne. Quand j'avais mon chien loup, il y avait personne qui m'approchait. Mais alors, est-ce qu'on se laisse imprégner? Déjà le cerveau et puis le corps, parce que le corps réagit aussi par cette violence qui est banalisée, qui est institutionnelle, organisationnelle aussi, hein, et structurelle, donc organisée par les élites parasites. Et on se dit, bah finalement, je vais faire l'autruche, je reste chez moi, je limite mes sorties, ou est-ce que s'il y a moyen de se défendre physiquement, j'y vais, et si j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais faire 2 orphelins? Qui va s'occuper de mes animaux? Un pote me disait, fais gaffe, tu vas te prendre une balle perdue. Bah ça, je lui dis, tu sais, c'est dans une cité nord quelque part en France, c'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines. Alors Non, déjà, mais c'est Donc, tout à fait ça. pardon. C'est tout à fait ça, parce que effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de la normalisation, et en regardant mes notes pour cette conférence, c'est complètement ça. C'est-à-dire que je reviens sur ce qui, d'après moi, est le plus important. D'après Francis Dupuytren dans La violence institutionnelle, il y a les 3 points. La normalisation, donc la banalisation, c'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. L'asymétrie, c'est-à-dire que c'est systématiquement le public, le particulier, l'individu contre l'État. Et le 3e point, c'est la diversité des tactiques. L'État utilise toujours les mêmes tactiques, des lois, des arrêtés, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des choses comme ça. Alors que la diversité des tactiques, ça va plutôt être pour ceux qui sont en face. Et, et pour rebondir sur ce que disait Hydro, c'est vrai que souvent le rire, c'est la seule arme. Quand on est face à une décision abjecte, j'allais dire, une décision qu'on ne comprend pas, une décision qui nous fait du tort, une décision que ceux qui l'ont prise n'en subiront jamais les conséquences, bah, le rire est souvent la seule issue, en fait. Soit c'est la violence, soit c'est le rire, mais quand l'interne en psychiatrie m'explique qu'il n'y a pas de psychologue en psychiatrie, ouais, là ça fait erreur 404 dans mon cerveau, c'est le rire. Il n'y a pas le choix. En tout cas, bah justement, tu fais un peu une transition vers là où je voulais arriver par rapport aux questions que tu demandais. Dalila, t'as ouvert un petit peu sur. En fait, globalement, ce monde est de plus en plus stressant. Comment est-ce qu'on y répond? Et du très très peu, notamment, j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais quelques années, notamment la TRE et tous les travaux qui ont mené à cette petite pratique. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, comment dire, à 100% psychologique. 100% moral, 100% dans ton cerveau ou dans ton esprit. Il est forcément relié au corps d'une manière ou d'une autre. Et donc, parmi les solutions à court terme, c'est bête à dire comme ça, mais effectivement, aller se triturer son propre corps pour aller choper des nœuds musculaires pour détendre rien que ton système lymphatique, ta circulation sanguine, quoi que ce soit, mais c'est déjà en fait une solution concrète parce que un stress n'est jamais à 100% psychologique. Ensuite, effectivement, et là c'est ce que tu viens de dire, Goodold, il y a un moment il faut transmuter ce bazar. Donc soit ça passe par des crises de peur, par des crises d'hystérie ou voilà des crises psychologiques, soit tu rigoles, soit et donc voilà, ce réflexe il faut l'assumer en fait. Enfin, alors effectivement, quand on arrive à une situation un peu absurde, effectivement, ouais, je me en rigoler parce que je peux pas empêcher il y a un moment où un peu comme une sécurité, t'arrêtes de t'identifier vraiment à 100% à ce que tu vis, Oui, c'est ça. et c'est un détachement, et le rire est une libération, je veux dire, sans ça, mais Oui, tu deviens fou, justement. Enfin, oui, c'est ça. C'est comme un clapet dans un clapet qui se ferme. Tu déconnectes, j'arrête d'essayer de comprendre et tu te mets à rire.
Parce cette que, situation est en n'importe vrai, quoi. Ouais. bah oui, voilà, c'est ça, c'est absurde, c'est de l'absurdité. Quand on t'explique qu'il n'y a pas de psychologue en psychiatrie, ou quand les policiers qui sont là pour empêcher t'expliquent que ça arrive tous les jours, qu'il y a des mecs qui se découpent au sabre, bon ben ok, je déconnecte, j'arrête de chercher à comprendre, je passe en mode c'est n'importe quoi. En parlant du rire, allez dire ça à Charline Van Den Acker, à Guillaume Meurice et à Walidia. Tous C'est-à-dire? les trois ont été virés. Ah oui, bah, alors, Charline Van Den Acker, ouais, je crois que oui. c'était sur France Inter. Ouais. Guillaume Meurice, il a fait une blague. C'est un jeu de mots parce que c'est sa marque de fabrique. Il a été viré du jour au lendemain. Ils ont réduit la chronique, au lieu de une fois tous les jours, c'était une fois par semaine. Ils ont viré donc la directrice, Charlène Van Den Acker, si je vois l'idée de corcher son nom. Et ensuite, ça a été le tour de Walidia, qui est présent maintenant uniquement sur ses réseaux sociaux. Alors qu'avant, j'avais des notifications, il faisait des chroniques politico-satanistes, islamo-gauchistes. Enfin, il a tout un tas de diminutifs qui font rire. Il décrypte l'actualité, en fait. Et il disait, ça serait pas aussi marrant si c'était pas vrai. Ça pourrait être marrant si c'était pas vrai. Et il arrive à faire rire les gens avec ça. Et quand on va sur le Comedy Club, moi, en parlant de rire, moi j'aimais beaucoup passer mes soirées, mais alors avoir des mal au ventre le lendemain, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais pas d'abdos, j'ai mal au ventre. Oui, mais j'ai passé ma soirée à rire. Il y a énormément de vulgarité dans leurs propos, et mes oreilles sont allergiques à la vulgarité. C'est comme à Marseille, excusez-moi, ils disent enculé, c'est la ponctuation pour eux. Eux, ils vont beaucoup plus loin. On entend des mots comme ce sont les humoristes qui font du stand-up. Comme, enfin, je ne peux pas le dire parce que même ma bouche refusera de le dire. Enfin, imaginez quand parlent les jeunes, sale B-A-T-A-R-D, N-I-Q-U-E, ta maman. Ouais, c'est à tout bout. Je peux plus Oui. écouter ces sketchs. Mm, mm. Alors, autant écouter Raymond DeVos, par exemple. Lui, au moins, il maniait superbement bien le verbe français. Après, rire, oui, on peut se mettre à des films rigolos s'il y en a, gratuits sur YouTube. Mais c'est vrai que le corps n'a pas tendance, le corps somatise ce stress qui est mental. Oui, c'est ça. Et En le fait, cœur aussi. il y a vraiment des liaisons nerveuses et oui, oui, ça va dans le ventre, ça va dans le. Je sais qu'il y a le nerf vague, je crois, qui est très très relié à tout ça. Mais Mm. sans forcément dire qu'on peut rire de tout, etc. Il y a quand même des petites expériences et j'en pense à une et je sais pas si vous l'avez parce que là je peux pas vous retrouver la source, mais c'est une expérience pareille. Alors ça c'était pas un sabre, c'était une épée et c'était quelqu'un effectivement qui s'est retrouvé un soir de fête ou je crois que c'était pendant des émeutes, je ne sais plus. Et il y a des jeunes qui sont arrivés dans la propriété d'un père de famille et je crois qu'ils étaient en train de prendre, je crois, sa voiture. Et en fait, cette personne collectionnait des épées. Il a sorti une épée et il a commencé à taper sur le pare-brise et sur la voiture avec des épées. Et en fait, les jeunes étaient complètement abasourdis. Voilà. Par un papa nounours avec sa barbe qui arrive avec une épée dans le garage et en fait ils ont pris la fuite. Donc j'ai l'impression qu'il y a Ah oui, aussi je crois que je m'en rappelle de cette anecdote. ça te revient? Ok. Et en fait, Ça me dit il y quelque a eu chose, ouais. aucune victime. Il y a eu aucune victime. Il a blessé personne. Il a juste menacé. Voilà, t'es une sorte de chevalier improvisé de 60 ans, protégeant sa maison. Et en quelques phrases, il a bien fait comprendre qu'ils avaient rien à foutre là, qu'il était dans son droit, et que tant qu'il allait pas à leur rentrer l'épée la lame dans le corps, en gros, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et en fait, en assumant complètement cette limite et en usant d'artifices émergents, ça a marché en fait. Donc, au-delà du rire, juste essayer de se déconnecter et de se dire, mais et si tout ça c'était une pièce de théâtre, qu'est-ce que je pourrais faire pour retourner un petit peu le cerveau des gens? Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on peut un peu essayer de garder en tête. Et effectivement, pour revenir avec tu parlais du tissu hospitalier, psychiatrique, les HP, etc., l'accompagnement des enfants, donc des choses où effectivement t'as des professionnels qui sont maltraités. Euh, il y a forcément un moyen, tout en restant dans la légalité, de compenser tout ça. Le problème, c'est qu'après, ce sont des gens qui ne peuvent que quitter le système, donc dire j'arrête de bosser pour ce système-là, et de réussir, grâce au soutien populaire, grâce à un tissu associatif, de se refinancer
tu vois, de refinancer donc ces professionnels pour essayer de compenser en fait au cas par cas, parce qu'au final c'est ça en fait, on parle beaucoup de cas par cas pour essayer de visualiser c'est quoi la violence institutionnelle, et en fait je peux comprendre que le système il s'en fout de la violence institutionnelle parce qu'il a pas que ça à foutre de s'intéresser au cas par cas. Donc j'ai l'impression qu'il y a que l'associatif, il y a que ouais, une réorganisation citoyenne hyper locale, et alors après on va pas parler justement de quelque chose qui fait justement flipper beaucoup de gens et qui met de l'eau dans le moulin par rapport à la violence générale entre les gens. C'est notamment, je crois que j'ai vu ça, c'est en Espagne, où effectivement se passe la même chose que pendant le printemps arabe en Tunisie, où en fait tu as littéralement les hommes de famille de quartier qui s'organisent entre eux pour faire un contre-pouvoir technique, mécanique aux éventuelles menaces. Et ça c'est pas forcément souhaitable, parce que là le système peut justement se retourner contre ces gens-là, alors que ça peut être dans certaines extrêmes complètement c'est une solution de dernier recours, quoi. Donc, Et pourtant, c'est fait. En Serbie, il y a eu un toit qui s'est effondré et qui venait juste d'être réparé, mais les fonds avaient été détournés. Et donc, ça a causé une dizaine de morts, je crois. Les étudiants se sont rebellés, organisés, ont manifesté dans plusieurs grandes villes. Et ils avaient leur propre service d'ordre pour les protéger contre les violences policières. Ça ne sort pas de ma tête assez. C'est sur Canard Réfractaire, moi je les suis tous les jours, et Toxin aussi. Oui, non, mais c'est ça, je crois que vous l'avez reçu, Dakovna, Clémence. Je ne sais plus si vous l'avez reçu. On peut s'organiser à condition d'être. On n'est pas plus bête que ceux qui nous gouvernent, on est bien plus éthique, on a bien plus de morale et bien plus de sens des valeurs que eux d'ailleurs. Balkany se fait sortir de prison en disant mon Dieu, je suis malade, et une semaine après, donc sa lambada dans la rue. Tous ceux qui ont organisé cette violence, mais combien de jours de prison ont-ils fait? Rachida Dati, ex-ministre de la Justice, avec ses 900 000 euros de rétrocommission, mais elle a. Attends, mais moi j'habite à Rion et on a une grande prison. Hein. Il y a Fleury-Mérogis, c'est pas loin d'ailleurs de Paris. Elle pourrait aller n'importe où, à Gradignan, je sais pas moi, en Guyane. Non, mais c'est qu'on est en prison. C'est tout à fait ça, effectivement. C'est le système qui va banaliser certaines violences. On retrouve ce que je disais avec Francis Dupuy-Derry, la normalisation. On retrouve aussi l'asymétrie, où c'est toujours le système, lui, n'est pas violent. Les violences policières, ça n'existe pas. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, l'inversion accusatoire. Je ne l'ai pas mise dans la conférence, mais je connais quelqu'un qui habite en campagne, donc dans une vieille maison, et elle a un Velux. Elle s'est faite cambrioler un jour, et la personne s'est introduite dans son domicile en entrant par le Velux, donc par le plafond. Quand la personne a sauté ou est tombée, comment dire, c'est planté, c'est empoignardé, c'est comment? Empalé, voilà, c'est ça, sur un couteau qui était là, qui était rangé d'ailleurs, hein, mais bref. Et ben, c'est la personne qui a été cambriolée, que je nommerai pas, mais qui s'est retrouvée coupable et qui a été en garde à vue pour avoir poignardé un mec dans son domicile. Donc la femme Oui, parce que la défense est cambrioler. disproportionnelle à l'attaque. Non, mais il n'y avait pas de défense. C'était à 3h du matin, la personne était en train de dormir, il y avait zéro défense. C'est le mec, par sa maladresse, qui est tombé sur un couteau. Ah oui, mais la légitime défense n'a jamais été révisitée en droit, donc il y a les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Et là, ils ont supputé, peut-être les services de police ont supputé qu'elle s'était levée, qu'elle a entendu du bruit, elle a vu un mec, elle lui a planté le couteau, elle a dit non, mais le couteau, il était là. Ben, comment il tient tout seul debout, le couteau? Donc, dans la cuisine, avec les accessoires de cuisine, avec les barres magnétiques, c'est pas ça qui me... Mais effectivement... donc, elle était passible d'une peine de prison, tout à fait. Ouais, bon, après, elle s'en est tirée, il n'y a pas eu de victime officiellement, mais ça n'empêche qu'à quel moment je me fais cambrioler, c'est moi le coupable? On peut revenir à la source, parce que là, c'est pareil, je rigole, parce que erreur 404, en fait. C'est tout bête, mais l'attaque doit être proportionnelle à la défense. La défense doit être proportionnelle à l'attaque. Or, face à un cambrioleur en pleine nuit,
On a rarement le réflexe de lui dire tu préfères un thé ou un café? Bon, qu'est-ce qui te plairait de prendre? La chenille, vas-y, prends. Non, on se défend, on a peur, on ne sait pas. Si on n'a pas d'armes légales chez soi, soit on est inscrit à un club de tir, soit on est sportif de haut niveau, on prend la première chose qui nous vient sous la main. Bon, c'est ce que j'ai fait, un couteau. Bon, c'est un petit couteau de cuisine, ça n'a pas fait mal à l'autre, mais bon. Et après, on va dire, non, mais lui, il n'avait pas de couteau. Donc, vous êtes en tort. Il aurait fallu se laisser massacrer. C'est un sujet que, en juriste, c'est un sujet que j'ai pris à contre-courant à l'examen de droit pénal parce que j'en avais marre. J'ai pas parlé des circonstances atténuantes, tu parlais des circonstances aggravantes. Voilà. Et oui, elles sont malheureusement, aucune réforme n'a été mise en œuvre pour rétablir la mettre au goût du jour. Une femme qui se fait massacrer par son mari, elle saisit le fusil de chasse, elle lui tire dessus, elle est coupable et elle est passible des assises. C'est ça. Et c'est Or, de la ça fait 10 ans qu'il lui tape dessus et que les forces de l'ordre lui disent mais qu'est-ce que vous avez bien fait pour l'énerver à ce point-là? Alors qu'il était imbibé d'alcool, de drogue, que sais-je. Oui, mais ça, c'est ce que je racontais dans mon exemple, c'est l'inaction des services publics. Et c'est toujours la légitimité rendue à l'État. Dans tous les cas, c'est l'État qui est légitime. On retrouve l'asymétrie que je décrivais avec Francis Dupudéry. On retrouve aussi la normalisation. Et c'est pour ça que, désolé si je tabasse un peu avec ces 3 points, mais mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez comprendre des événements de votre vie autrement, apporter un prisme de lecture. Donc si jamais vous avez un souvenir où vous vous êtes senti violenté, ou vous êtes senti décontenancé, si jamais ça correspond à la normalisation, la banalisation d'une violence, si jamais c'est asymétrique avec l'État qui détermine ce qui est violent, si jamais c'est clairement une décision politique à l'origine, ben voilà, on a le trio gagnant. Et ça s'appelle de la violence institutionnelle. Mais alors que faire? Alors on a Florence, je vais la lire si elle veut pas en parler. Elle dit que, alors c'est un exemple de réponse populaire, et là en l'occurrence c'est en Serbie, qu'ils ont créé des SBOR, mini-assemblées populaires citoyennes de démocratie directe, avec reprise en main des pouvoirs régaliens de l'État, que celui-ci n'assumait plus. Donc effectivement, de la restructuration populaire locale. Ça me semble être l'une des seules solutions. Et puis pour les situations plus individuelles, retourner la tête de ceux qui essayent de te mettre des disquettes, en gros, avec mes mots, je le dirais comme ça. Et alors après, je pense que après cette première émission là où vraiment on a un peu posé les bases, c'est vrai qu'on pourrait continuer sur ce sujet, soit avec de la récolte juste pure d'expérience et puis voilà, les gens ils en parlent et puis on continue là-dessus, ou alors un autre type d'émission justement qui ne fait que proposer des exemples de solutions, tu vois, un peu l'émission miroir quoi. T'as celle qui parle des violences et celle qui essaie de trouver des exemples concrets de réponses quoi. Ça pourrait être intéressant à l'avenir. Carrément. Ceux qui ne s'expriment pas s'impriment dans le corps physiquement. La physique quantique l'a prouvé, et les neurosciences aussi. Donc le fait de parler, ça libère déjà, ça libère. Alors il y a une différence à opérer, enfin j'opère moi une différence. Ayant fait 3-4 années de neurosciences et de physique quantique, il y a la diatribe ininterrompue, donc la logorée, la personne parle pour parler parce que c'est un vieux disque qui tourne en boucle dans sa tête, ou un simple je sais pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas ce qui m'arrive. Alors, je sors de chez moi l'autre jour pour faire une course. Un jeune homme me demande est-ce qu'il y a un fleuriste ici? Et tout de suite, je lui dis avez-vous quelque chose à vous faire pardonner? Est-ce que c'est grave, docteur? Et de fil en aiguille, donc je l'ai conduit chez le fleuriste et puis il choisit des roses. Alors, il me dit mais je connais pas les couleurs. Alors, j'ai rouge passion, blanc c'est amour pur et sincère. Puis on papotait, il m'a offert une rose blanche, d'ailleurs je le remercie. Et je lui dis, au-delà de ça, je lui dis, quel est le facteur déclencheur? Il me dit, je suis avec une nouvelle madame, et puis là, je suis allée boire une bière avec un pote, et puis on a passé une bonne soirée, on a rigolé, mais elle a un traceur GPS, et toutes les 10 minutes, elle me demandait, t'es où, tu fais quoi, avec qui t'es, c'est quand que tu rentres?
Il me dit, n'empêche que je vais me faire pardonner, je vais passer le week-end avec elle. Moi, je regarde son regard et il va se faire chier, ouais. Et, et il me dit, je vais quand même la marier pour avoir, de manière à lui permettre à obtenir un titre de séjour. Je lui dis, donc, vous rencontrez, techniquement, je lui dis, Ben, tu rencontres un émissaire du diable. Il te dit, tu signes en bas de la page, et bienvenue en enfer, parce que là, tu es dans le purgatoire. Et tu y vas. Il me dit schématique, ouais, il me dit, c'est très schématique, mais c'est ça. Ouais, bon. Je dis, personne ne peut te faire ressentir une émotion que tu n'as pas choisie, mais là, quand même, c'est fort de café déjà. Enlève ce traceur GPS. De quel droit? De quel droit? Crypte ton téléphone, change de code toutes les semaines s'il le faut. Il te faudra 12 jours. Techniquement, 12 jours pour retenir ton nouveau mot de passe. Et ne lui permet pas d'accéder à ta vie privée. Et ça, c'est que le début, Julien. C'est la route de l'enfer et pavé de bonnes intentions. Mais là, tu y es. Donc, à toi de réfléchir. Moi, c'est ma manière à moi, en fait, de dédramatiser quand je vois que quelqu'un est bloqué. Je sais pas pourquoi, je les attire. Avant, j'étais comme une éponge, je ne savais pas quoi dire ni faire. Là, maintenant, je reprends tous les outils dans ma boîte à outils de neurosciences et j'observe beaucoup le non-verbal. Et c'est pas pour me la péter, hein. Je détecte quand il y a des sous-entendus, des mensonges. Et je dis, vas-y, allez, crache le venin, libère le kraken. La source de cette situation complexe, c'est quoi? Quel est le facteur déclencheur? Et les personnes se livrent bien volontiers. Et ils me disent ensuite, merci de m'avoir écouté. Ça peut être discrètement à la caisse d'un petit magasin, ça peut être à l'arrêt du tram ou dans le bus. Je me dis, si c'est la seule chose que je peux faire à mon petit niveau, des petits êtres humains sur Terre, je le fais. Et aussi le fait d'avoir un chien, il y a un parc qui est très joli, où il y a plein de personnes âgées avec un chien. Ma petite chienne est très sociable. On commence la discussion sur les chiens et très vite, donc, les personnes livrent leur solitude, leur misère affective, ou leur misère tout court. Et pourtant, c'est un quartier chic, très chic. Et il y a des dames qui disent, vous savez, j'ai pas d'amis. J'ai maintenant, on peut plus le dire, madame, parce que vu qu'on se connaît, on se reconnaîtra, puis on papotera. Et quand il fait beau, j'y vais. Et puis même s'il faut aller chez froid, je vais m'asseoir à côté d'eux. Avec le chien, c'est très facile, tu vois. Je sais pas si vous avez un chien, donc la discussion s'engage de manière plus spontanée et très vite. Donc, les personnes se livrent, voilà. Donc, elles se livrent, elles se délivrent. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 3 heures, ça peut durer une demi-journée. J'ai le temps, j'ai pris à manger pour moi et pour ma chienne, j'ai pris de quoi boire, de quoi lire, on ne sait jamais, téléphone, une batterie, je suis là, je suis disponible. Ça aussi, c'est possible. Je pense que je vois de quoi tu veux parler, effectivement. On quitte un petit peu le sujet des violences institutionnelles, mais plus globalement, effectivement, notre psyché, notre morale est un petit peu comment dire, en miroir à notre réalité. Donc c'est vrai que si on a une tendance un petit peu à ne voir que le négatif, ou que tout simplement on ne te présente que du négatif ou du morose ou du gris, effectivement, tu peux être plus sensible, effectivement, et quand t'as des personnes autour de toi qui essayent de casser un petit peu une sorte de logique, de routine, voilà, que le monde il est un peu morose et qui fait sa vie et qu'il n'y a rien de forcément magique ou d'égayant, c'est vrai que ça peut, à tout petit acte, en fait, mine de rien, ouais, dans une journée ou au lendemain d'une expérience donc que tu peux pas savoir à quel point ça a été grave, mais si t'as un petit peu cet esprit là, je vois ce que tu veux, je vois tout à fait ce que tu veux dire, ouais, ça. Après, on parle pas forcément de faire un numéro de clown devant les gens dans un supermarché, mais effectivement, c'est une attitude. Cette attitude-là, effectivement, ça peut aider des gens sans que tu le saches, ouais, c'est pas faux. Oui, c'est tout à fait ça. Et moi, si vous voulez conclure, je peux faire un mot sur les. J'aime beaucoup les Black Blocs. Et justement, effectivement, si je débarque et je vous dis les plus violents entre les Black Blocs, et ben en fait, c'est ceux qui sont à l'Assemblée en costard-cravate avec leur attaché-caisse. Ça paraît sur le coup difficile à croire. Mais parce que la violence spectaculaire, parce on est fait comme ça. Après, c'est humain, et les biais cognitifs. Quand on voit quelqu'un qui fout le feu, forcément, on va se dire, bah lui, il est violent. Ou si on voit quelqu'un qui massacre quelqu'un d'autre ou quelque chose, on va dire, bon ben voilà, cette personne est violente.
Ça, c'est facile de dire les Black Blocs sont violents, je vais pas dire le contraire. Mais pourquoi ils sont violents? Les Black Blocs, c'est des gens comme vous et moi. C'est des humains derrière. Et pourquoi ils sont violents? Bah, peut-être, sûrement, d'après mon postulat, c'est mon travail, ils ont été violentés. Et en fait, quand tu regardes les Black Blocs, ils s'attaquent rarement aux petits artisans, aux petits primeurs, aux petits boulangers qui galèrent à finir le mois. Les Black Blocs s'attaquent systématiquement aux symboles du capitalisme, aux distributeurs, les assurances, les McDo, etc. Donc, on peut déceler une forme de logique. Et effectivement, j'espère qu'après cette conférence, vous pouvez peut-être voir les Black Blocs différemment. Qui est le plus violent dans le tas? Entre celui qui va t'affamer sans même en subir aucune conséquence, ni rien, ni... Enfin, il prend la décision parce que, voilà, parce qu'il a besoin de fric, le mec, il s'en fout de toi. Là, regardez les 40 milliards, on cherche 40 milliards, on va supprimer des jours fériés. Bon, ben voilà, est-ce qu'il y a une intention de nuire derrière cette décision? Absolument aucune. Bayrou, il est con comme ses pieds, il n'a pas l'intention de nuire. Il a l'intention de trouver 40 milliards. Et il se trouve que, bon, ben si ça tue des gens, tant pis, tant mieux. Et c'est pour ça que les Black Blocs, du coup, bah, il y a des gens qui se rebellent, forcément. Moi, je peux que comprendre quand tu crèves de faim. Bah voilà, c'est ce que disait, je sais plus qui avait mis ça sur le canal Radio Miel. À force de tout nous prendre, on n'aura plus rien à perdre. C'est tout à fait ça. Et les Black Hmm. Blocs, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui se défendent en fait. Alors sans être Black Bloc, hein, je ne suis pas Black Bloc ni affilié à rien de tout ça, mais je ne peux que les comprendre et je vous partage ça. Ou en tout cas, ça permet de comprendre les Black Blocs qui sont honnêtes dans leur démarche, parce que je sais qu'il y a des discours assez, on va dire, suspicieux par rapport à certains comportements. Il peut y avoir des infiltrations, etc. Mais dans l'idée, au global, oui, bien sûr, ça fait comprendre ceci. Bah écoute, t'as ouvert un nouveau canal dans la Radio Miel, si tu veux maintenir ce genre de sujet, ce genre de débat, et pourquoi pas, bah, comme je te dis, avoir des émissions qui sont un peu plus axées sur des micro-solutions, mais tout en maintenant, pourquoi pas, si les gens ressentent le besoin du témoignage, let's go. Euh, donc je sais pas, tu me Carrément. dis quand. Je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, donc si jamais t'as envie, tu peux pourquoi pas transformer le petit document que tu m'as transmis en PDF, et puis on le laisse disponible une semaine ou 2 semaines dans le canal ressources du Discord, si jamais les gens veulent voir d'où t'es parti de manière concrète aussi l'émission. Et Carrément. Je vais quand même le modifier, le oui, corriger, le ok, reformuler. Mais ok. oui, c'est très faisable, carrément. Il y a ça, et puis bah globalement au niveau théorique, en gros voilà, c'est autour d'une thèse de Juan Branco et du travail plus global de Francis Dupuy-Derry, et bah ça ce sera explicité dans la description de la vidéo. Et bah écoute, voilà, 1h20 d'émission, c'est pas trop court, c'est pas trop long, on a fait un peu le tour pour une belle introduction de ce sujet, et puis bah merci à toi, merci à Dalila d'être intervenue également dans ce petit moment de radio libre après l'exposé. Et puis bah moi j'ai envie de vous dire à très bientôt, hein. À très Avec bientôt. plaisir. Merci de m'avoir écouté. Ouais, Et à très salut. bientôt Et avec merci plaisir. pour le sujet aussi. Mais je voulais juste dire pour les Black Oui. Blocs, parce que moi je les connaissais pas avant, je sais plus quand. J'ai un copain qui m'avait dit, mais il y a des flics infiltrés dedans. Et c'est ce que je disais en fait. Si on Voilà enlève, pour, si on enlève cette partie-là, voilà, on a des clés de compréhension globale, quoi. Et donc, voilà. Moi, j'ai très très envie de continuer à parler de ce sujet, en tout cas. Et bah, on se dit à très bientôt dans Radio Miel. Il y aura d'autres sujets, il n'y aura pas que celui-là. Mais celui-là, j'aimerais bien qu'on le continue, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Merci à tous, à bientôt!